Partie 3, chapitre 6, le mystère Dédale. Hermès laissa retomber le silence, un long silence suspendu, où les regards se croisèrent, gênés, et se posèrent l'un après l'autre sur Aphrodite. Levant la tête de son flacon, Aphrodite éclata d'un petit rire flûté. « Alors, nous allons tous y passer, n'est-ce pas? Tu vas nous accuser chacun à notre tour, à tour de rôle, et à la fin, quand tu te seras lassé de nous faire peur, nous pourrons tous rentrer chez nous? C'est amusant, bien sûr, mais assez désagréable. Il y a ce mouchoir, Aphrodite, que j'ai trouvé dans le coffre de Dédale, et sur lequel je me suis longtemps mépris. Un de tes mouchoirs préférés, tout imprégné de ton parfum. Nous allons de surprise en surprise, décidément. Me voilà donc soupçonné de meurtre, pour un vulgaire morceau de tissu que Dédale m'a volé? S'il était vraiment tombé amoureux de toi, comme je l'ai cru au début, aurait-il mêlé ce luxueux carré de soie avec ses outils crasseux? Aurait-il accepté qu'il reste là, taché de rouille et de graisse? Non, c'est un cadeau que tu lui as fait pour lui plaire, quand il travaillait pour toi. Un cadeau dont il n'avait que faire, puisque le souvenir d'Assyria ne l'avait pas quitté. Héphaïstos prit violemment le poignet de sa femme. Le flacon de cristal tomba au sol, et la poudre rose se répandit sur le marbre. Ainsi j'avais raison, gronda-t-il, sans desserrer les mâchoires. Je sentais bien, ces dernières semaines, qu'il se tramait quelque chose dans mon dos, que tu me faisais de nouvelles cachotteries. Les yeux bleus d'Aphrodite s'obscurcirent, et sa bouche pulpeuse se contracta, ne formant qu'un pli amer et blême. En une seconde, elle était devenue presque méconnaissable. « Eh bien oui, je l'ai aimé, siffla-t-elle. Cet homme avait tant de génie dans les mains, et je les voulais pour moi, ces mains. Je voulais qu'elles me touchent, qu'elles prennent la mesure de mon visage pour le sculpter. Mais il ne pensait qu'à cette femme dont il dessinait le visage sur le sable, cette femme morte pour laquelle il gâchait ses talents. Eros s'était redressé, les yeux brillants, et il frappa le mur de son arc pour réclamer l'attention. « Allons, Hermès, laisse maman tranquille. Tu sais bien qu'elle n'a pas quitté son sanctuaire de toute la soirée. Je te l'ai dit hier. » En effet, elle n'aurait pu trouver meilleur alibi qu'une veillée avec son fils. Mais tu ignores le plus important, ce qui dans cette affaire a décidé de tout, l'arme du crime. Eros haussa les épaules. Dédale a été poussé dans le vide. Quelle arme veux-tu donc qu'on ait utilisée? À vrai dire, je doute qu'Aphrodite ait voulu le tuer. Elle a été si surprise par l'annonce de son décès, si bouleversée par les conséquences de son geste. Pour Aristée, c'est une autre affaire. Mes questions l'ont tellement inquiétée qu'elle a préféré couvrir ses traces et faire taire le seul homme qui pouvait la trahir. Aphrodite dévorait Hermès des yeux, ses paupières étaient fixes, incapables de se détourner de lui, et elle le sondait avec intensité. « Quelle arme » demanda-t-elle, le front haut, avec un air de défi. Un demi-sourire effleura les lèvres d'Hermès. « Des abeilles, Aphrodite, les centaines d'abeilles que tu gardes dans ton temple. » La déesse poussa un cri de surprise et tomba à genoux. « J'étais stupide, poursuivit Hermès. J'aurais dû faire plutôt le lien entre la fameuse lumière blanche et la couronne d'or blanc volée par Dédale. Cette couronne qui lui brûlait les doigts, il lui fallait la cacher ou mieux s'en débarrasser définitivement. Peut-être ainsi échapperait-il à l'homme que Minos avait lancé sur sa piste. Il en a donc fait une nouvelle œuvre d'art, des insectes artificiels qu'il a enfermés dans un magnifique nid d'ambre et qu'il a offert à Aphrodite. Oh, le travail minutieux qu'il a dû accomplir pour fondre la couronne et ciseler toutes ces abeilles, luttant contre la peur qu'elle lui inspirait depuis l'enfance. Soignant le détail des ailes transparentes et des aiguillons, elle devait imiter la réalité à la perfection. C'est à ce prix seulement qu'elles pourraient prendre vie, elles aussi. Mais il avait trop peur des abeilles pour oser s'approcher de leur nid, et il n'aurait jamais réalisé ce dernier chef-d'œuvre sans les conseils d'Aristée. Je ne crois pas d'ailleurs qu'Aristée ait jamais connu le rôle de son ami d'enfance
le rôle que son ami d'enfance a joué dans la mort de Talos. L'aurait-il aidé sinon? Hermès fit un pas vers sa sœur. Pendant des semaines, tu as ruminé l'humiliation d'avoir été repoussé. Tu as même improvisé une fête à Eryx pour en oublier l'affront. Mais la colère a été trop forte. Hier soir, pensant une dernière fois à cette trahison, à ces abeilles qu'il t'avait offertes et qui t'avaient laissé tant d'espoir, tu as ouvert le nid d'ambre pour les libérer. Et leur nuage d'or blanc a volé jusqu'en Afrique. Quand j'ai vu Dédale ce matin, aux enfers, il m'a parlé d'une sorte de grésillement métallique. C'étaient les ailes minuscules de l'essaim que tu avais retournées contre lui. Il se tourna vers Eros. Le même essaim que nous avons essayé en vain de rattraper tout à l'heure et dont la forme changeait sans cesse dans le ciel. Eros acquiesça. Quelque chose s'était contracté sur son visage, un pli en travers du front, une ombre qu'on ne lui avait jamais vue, et Hermès se sentit déchiré. Il fallait continuer cependant, porter le fer jusqu'au bout dans la plaie. Imaginez la frayeur de Dédale hier soir quand ce nuage de lumière s'est avancé vers lui en vrombissant. Lui qui n'avait jamais eu peur de rien ni de personne, pas même des dieux, voilà qu'il se heurtait soudain à un vieux démon de son enfance, une paire ancienne et viscérale. Il a fui, courant comme un fou à travers la montagne où il travaillait, et quand elles ont commencé à s'approcher de très près, à vibrer contre son cou, je crois qu'il a préféré se jeter de la falaise. Il courait encore quand je l'ai vu aux enfers. Il n'arrêtera jamais de le faire. Hermès reprit son souffle. Sa voix s'éraillait, s'écorchait à cette vérité qui faisait si mal. Aristée, lui, ne s'est pas méfié. Il a cru qu'il pourrait les maîtriser, comme il en a apprivoisé tant d'autres, et il les a laissés venir à lui. Elles étaient un peu de ses abeilles après tout. Comment pouvait-il imaginer qu'Aphrodite ferait une arme de ce beau cadeau qui lui avait été offert? La hargne qui les menait était si forte qu'il n'a pu se défendre, son corps était plus gonflé encore que celui de Dédale, et quand elles se sont enfuies, elles ont laissé sur lui ce dernier linceul, la poudre d'or de leurs ailes crépitantes. Le silence se fit une dernière fois longtemps. Même Apollon avait cessé de déambuler dans le temple, et il n'y avait plus rien dans ses yeux de son arrogance habituelle. Tous étaient tournés vers Aphrodite à genoux devant eux, le visage strié de larmes qui emportaient la poudre rose de ses joues. Héphaïstos, lui, regardait ailleurs, essayant en vain de maîtriser la douleur qui lui tordait le visage. « Partez, je vous en prie, dit sa femme dans un murmure, partez tous. » Lavées par les sanglots, ses prunelles paraissaient plus bleues que jamais. Elle serrait les mains contre son ventre. J'attendrai le retour d'Athéna, je lui demanderai de convoquer Zeus, et je me rendrai à leur jugement. Mais je vous en prie, partez maintenant, et ne dites rien. Les Olympiens interrogèrent Hermès du regard, et comme il acquiesçait, ils sortirent tous en silence. Partant l'un après l'autre sur les chars et les montures ailées qui les avaient conduits à Athènes. Eros ramassa son arc et carquois, jeta à la dérobée un coup d'œil à sa mère et suivit Hermès, il sortit sans s'approcher d'elle. Aphrodite resta seule. Dehors, le soleil se levait. Une longue traînée de lumière s'étira dans le temple et la déesse s'y noya. Eros et Hermès traversèrent l'acropole sans parler. Hermès regardait le sol fixement, mais il sentait près de lui le souffle court de son compagnon. La poitrine le serrait sans doute si fort qu'il n'arrivait pas à allonger le pas. Aux portes des murailles, Eros lissa ses ailes du plat de la main pour se préparer au départ. Il regarda les lueurs pâles dont le ciel se chargeait, à l'est, semblables aux reflets d'ambre sur la place d'Eryx. Hermès s'adossa au tronc d'un vieil olivier tordu. « Ne sois pas désolé, dit Eros en se tournant vers son ami. Hermès eut un geste d'impuissance. Je suis triste surtout. Eros hésita un instant, posa ses armes contre l'arbre. Je savais bien que tu gagnerais ce pari. C'est dans l'ordre des choses après tout. Et je crois même que je l'espérais sans me l'avouer. Mais je ne pensais pas que la vérité serait si amère.
Il passa une main sur son front, ferma les yeux un moment, et quand il les rouvrit enfin, il tenta un maigre sourire. Oh, je ne m'inquiète pas pour ma maman, bien sûr. Elle saura user de ses cajoleries habituelles pour attendrir Zeus et Athéna. Je me demande simplement si je pourrai un jour la regarder en face à nouveau. Hermès pensa aux 2 hommes qu'Aphrodite avait sacrifiés à sa jalousie, à cette cruauté des dieux dont les légendes étaient déjà pleines, et il sut qu'Éros avait raison. Les Olympiens oubliaient vite. Tout serait bientôt pardonné, et les hommes n'en sauraient sans doute jamais rien. Sous ses doigts, le tronc d'arbre était déjà chaud, et de la plaine montait une puissante odeur de sève et de romarin sauvage. Eros déploya ses ailes, le cambouis d'Héphaïstos n'y était plus, et Hermès comprit qu'en sortant du temple, son ami avait discrètement arraché les plumes tachées. Je vais me trouver un grand et beau laurier, quelque part en Italie, loin d'Eryx et des autres, et je vais dormir, Hermès, dormir autant que je le pourrai. Sans conviction, il fit ce double clin d'œil qui leur était familier autrefois, et que le pli sur son front déforma un peu. Mais rassure-toi, ajoute-t-il, l'été ne durera pas éternellement. Je reviendrai. Hermès hocha la tête. Il songeait déjà aux chasses imaginaires où il lancerait son ami, aux farces qu'ils concevraient ensemble, et il savait qu'il ne manquerait pas de projets pour lui changer les idées. Traquer Dédale aux enfers, remplacer les pièces de charron par des miettes de gâteau, voler à Apollon ses nouveaux corbeaux, ou mieux encore, leur teindre les ailes en rose. Rendez-vous cet automne, alors, dit-il le cœur battant. Eros s'envola, rasa un moment les oliviers qui s'étalaient au pied de l'acropole, puis il prit de la hauteur et disparut dans l'éclat du soleil. Hermès s'assit sur un rocher, il attendrait dehors l'arrivée d'Athéna, et il partirait lui aussi, il lui restait à tenir la promesse qu'il avait faite au chef du village, africain. Et même si personne ne s'en souciait, il rapporterait à Athènes les cendres de Dédale. Le reste ne le concernait plus. Il se baissa pour délacer ses sandales et poussa une exclamation de surprise. Eros avait laissé par terre son arc et son carquois. Fin du mystère de Dédale de Richard Normandon. Je vous ai lu ce livre pour aider les élèves et les jeunes qui ont des difficultés de lecture et qui souhaitent lire, écouter des histoires, écouter le livre pour s'aider dans leur lecture. Je ferai d'autres lectures de livres de niveau collège en général, et le prochain livre que je ferai sera La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Et ensuite je verrai, en fonction de mes envies, ce que je vous lirai. J'ai été ravie de vous lire ce livre, et à très bientôt. Au revoir.